La rencontre qui se profile dans les prochains jours entre Donald Trump et Vladimir Poutine, mais qui se fera sans Volodymyr Zelensky. Je vous propose d'écouter le président russe à ce sujet. Nous avons de nombreux amis prêts à nous aider à organiser un événement de ce genre. L'un de nos amis est le président des Émirats arabes unis. Je pense que nous déciderons du lieu de la rencontre, mais ce serait un endroit approprié, tout à fait approprié. J'ai déjà dit à plusieurs reprises que je n'ai rien contre le fait de rencontrer le président Zelensky. C'est possible, mais certaines conditions doivent être réunies pour cela. Or, malheureusement, nous sommes encore loin de ces conditions. Bonjour Jean de Glignasti, merci d'être avec nous sur LCI. Bonjour. Je rappelle que vous êtes directeur de recherche à l'IRIS et ancien ambassadeur de France en Russie. On vient de l'entendre, Vladimir Poutine qui s'est exprimé en début d'après-midi. Il ne veut pas de Volodymyr Zelensky autour de la table des négociations. Est-ce vraiment étonnant ? Non, parce que, en fait, c'est depuis décembre 2019 que le président russe refuse de voir le président ukrainien, parce que vous vous souvenez qu'en 2019, lors du sommet du groupe du format Normandie à Paris, il était convenu que les conseillers arriveraient à un accord et que les présidents ne se verraient que pour signer. Et en fait, au dernier moment, il semble que Zelensky ait demandé un amendement et toute la réunion a capoté. Et depuis, Poutine dit je n'ai une réunion avec Zelensky que si tout est balisé et qu'il s'agisse de signer. Il faut qu'elle soit bien préparée. C'est le langage usuel qu'il utilise. De quelles conditions parle-t-on parle Vladimir Poutine. Je me tourne vers vous, Aline Lebel-Crémer. Il parle que de conditions qui ne sont pas réunies pour justement inviter Volodymyr Zelensky autour de la table des négociations. Il se passe surtout que Vladimir Poutine ne veut pas la paix, il veut détruire l'Ukraine. Donc il va utiliser différents artifices pour mettre en scène des volontés de dialogue, de processus de négociation, d'envisager ou pas peut-être un jour ou l'autre, on ne sait pas trop, un éventuel cessez-le-feu, on ne sait pas. Mais en fait, ce qu'il veut, Vladimir Poutine, est inacceptable pour les Ukrainiens. Il veut 5 oblasts, il veut démilitariser l'Ukraine, l'empêcher d'accéder à l'OTAN, et il veut que tout le monde parle russe. C'est absolument négatif pour l'Ukraine. Elle n'acceptera jamais ces conditions. Donc il y a un rapport de force qui est aussi quelque part en interne. Il a passé son temps à envoyer ensuite des propagandistes qui se répandent d'une violence sans nom dans l'espace informationnel russe avec des discours de l'ordre des génocidaires, d'extermination de population. Donc il ne va pas ensuite se ruer comme si de rien n'était pour rencontrer quelqu'un qu'il décrit à sa propre population comme un extrémiste nazi. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc il est aussi piégé quelque part à son propre jeu. Comment va-t-il expliquer qu'il rencontre quelqu'un qui est considéré comme un nazi par rapport à son peuple. Donc en fait, il est empêtré aussi dans ses propres contradictions. Maintenant, d'une manière générale, quand il organise des euphémismes dans l'espace public pour parler de conditions qui ne sont pas réunies, la condition qui n'est pas réunie, c'est que l'Ukraine veut survivre, l'Ukraine veut être indépendante et que la Russie ne le veut pas. Donc c'est ça qui est intrinsèquement le problème, et que tant qu'il aura de l'argent, de l'attention et des forces pour agresser l'Ukraine, il continuera. C'est pour ça que les Ukrainiens, depuis longtemps, expliquent qu'il n'y a que la force qui l'arrêtera. Claire Cambier, au départ, initialement, Washington voulait d'une rencontre tripartite, Ukraine, États-Unis, Russie. Pourquoi Donald Trump a-t-il cédé sur ce point ? Alors, a-t-il vraiment cédé ? Encore hier, les États-Unis avaient indiqué qu'il y aurait d'abord un coup de téléphone entre Vladimir Poutine et Donald Trump, puis une réunion en physique, et enfin, en troisième temps, une réunion tripartite avec le président Zelensky. Pour le moment, du côté américain, personne ne dit que cette réunion tripartite n'aura pas lieu. Là, pour le moment, la Russie dit que ce n'est pas pour la table parce que les conditions ne sont pas réunies, que cela aura lieu
dans le futur, ce qu'on peut quand même imaginer quand il dit que les conditions ne sont pas réunies, c'est que Vladimir Poutine, lui, souhaite continuer les négociations et rencontrer le président ukrainien une fois que tout sera déjà décidé pour finalement signer le traité de paix. Et cela ne sera pas pour tout de suite, mais même du côté américain, on parle pour l'instant de plusieurs semaines. Une réunion donc, qui est prévue dans les prochains jours, hein, je vous le rappelle, possiblement aux Émirats Arabes Unis, entre Donald Trump et Vladimir Poutine, sans Volodymyr Zelensky, le président ukrainien. Je me tourne vers vous maintenant, Michel Dzerzhansky. Est-ce qu'un jour, on peut espérer que le président ukrainien soit autour de la table avec, tout du moins, Vladimir Poutine pour négocier d'une paix dans son pays? Je ne sais pas répondre à cette question. Par contre, on peut, je dirais, penser qu'aujourd'hui, aucune des conditions n'est sur la table pour que ça soit fait à court, moyen terme. Tant que l'administration Trump sera en place, donc au moins encore 4 ans, tant qu'aujourd'hui Vladimir Poutine continuera à considérer que l'Ukraine fait partie du précaré russe et qu'elle n'a pas d'existence politique à avoir, qu'elle doit être démilitarisée, qu'elle ne doit pas avoir d'existence même culturelle, puisque ça ferait partie de l'ère russe, à partir de ce moment-là, je ne vois pas comment il peut y avoir demain une rencontre qui aurait du sens. Parce que l'idée quand même de faire la paix, il faut quand même rappeler à nos téléspectateurs ce que ça signifie faire la paix entre deux pays. Ça veut dire qu'à un moment donné, soit il y a eu une capitulation, comme il y a eu entre 1939 et 1945, d'accord ? Et donc il y a un régime qui s'écroule et il y a un régime de substitution politique qui se met à la place. Soit vous avez deux États qui décident à un moment donné de dire on cesse tout ce qui est hostilité militaire et on va mettre en place un cadre politique, culturel, économique qui va permettre une cohabitation et une coexistence. Là, vous avez d'un côté celui qui a commis l'agression qui dit de toute manière celui qui est en face de moi, je vais l'annihiler, il n'a pas de raison d'exister, il n'a aucune véracité historique, tout ce qu'il représente n'est que le mal et je vais mettre à terme à ce mal. Comment voulez-vous qu'il y ait une rencontre de paix sur quelque chose qui est impossible à entendre pour les Ukrainiens? Pour les Ukrainiens, une condition de paix, ça voudrait dire qu'aujourd'hui les hostilités s'arrêtent, qu'il n'y ait plus de bombardement des civils, qu'il y ait quand même la grande question de la déportation des enfants qui reviennent sur la table et qu'on sache qui sont ces enfants, comment ils sont traités aujourd'hui, dans quelles conditions ils pourront retrouver une partie de leur famille ou toute une partie de leur famille en Ukraine. C'est toutes ces questions-là. Aujourd'hui, elles ne viennent pas sur la table. Aujourd'hui, on en est simplement à dire il y aura une rencontre entre une administration Trump et une administration russe. Et puis, secondairement, il y aura peut-être demain quelque chose avec Zelensky. Mais je dirais qu'aujourd'hui, on est dans quelque chose qui est ni plus ni moins tout sauf de la négociation. C'est comme ça qu'il faut quand même se rendre compte. C'est qu'aujourd'hui, on n'est pas dans de la négociation. On est dans un fil politique où des intérêts entre deux administrations vont continuer à parler parce qu'il y a nécessité de parler. Parce que la nécessité du dialogue entre la Russie et les États-Unis, elle est là, elle doit continuer, continuer à exister parce que ça évite qu'il y ait des frictions militaires trop importantes. Vous avez vu qu'à un moment donné, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a une semaine, le président Trump a dit « je vais laisser partir 2 sous-marins nucléaires en direction de la Russie » suite à des propos de Medvedev. Donc pour éviter qu'il y ait des malentendus sur tout ce contexte-là, eh ben, oui, il faut qu'à un moment donné, il y ait discussion. Donc là, il y a discussion, il y a pondération, il y a rencontre, il y a tout ce que vous voulez. Mais il n'y a en aucun cas les termes fermes pour faire un cessez-le-feu et alors encore moins une paix. Aline Lebaille-Crémer, vous vouliez réagir? Oui, non, mais il est assez clair pour les Ukrainiens, de toute façon, ce qui est en jeu là, dans les heures qui arrivent ou les jours qui viennent, c'est un cessez-le-feu. On est absolument loin, il y a un chemin infiniment loin de la paix juste et durable que l'Ukraine réclame, ou des questions de sécurité à long terme. Là, ce qui se joue, c'est l'obtention urgente et un besoin vital de cessez-le-feu, c'est-à-dire que les tueries quotidiennes et nocturnes s'arrêtent. On va écouter, vous allez voir quelques déclarations de Vladimir Poutine au sujet de Volodymyr Zelensky, des archives, et vous allez comprendre pourquoi le président russe déteste le président ukrainien. Les manipulateurs occidentaux de l'Ukraine ont placé un juif ethnique avec des racines juives, un héritage juif, à la tête de l'Ukraine moderne. Ce qui est dégoûtant, c'est qu'un juif ethnique couvre la glorification du nazisme.
Il est possible de négocier avec n'importe qui, mais en raison de son illégitimité, Zelensky n'a pas le droit de signer quoi que ce soit. Jean de Glignassi, on vient d'entendre les propos de Vladimir Poutine au sujet de Volodymyr Zelensky qui font réagir en plateau. Mais vous, de votre côté, qu'est-ce que vous en pensez? On comprend que ça ne date pas d'hier, hein, cette détestation envers le président ukrainien. Oui. Pour Poutine, Zelensky incarne d'abord sa défaite, c'est-à-dire la défaite initiale, celle qui fait que la Russie a perdu l'Ukraine dans les premiers mois en mars 22. Donc à partir de mars 22. Donc pour lui, c'est déjà insupportable. Ensuite, effectivement, Zelensky, il le considère comme un clown. Vous vous souvenez que Zelensky avait comment dirais-je, donner des spectacles en Russie. Il semble même que Poutine, à l'époque, ait assisté à un de ces spectacles. Donc, c'est incompatible avec la dignité d'un chef d'État, etc. Donc, il y a tout cet accompagnement idéologique. Enfin, Zelensky, maintenant, incarne l'Ukraine indépendante. C'est aussi insupportable. Et puis, il y a l'argument constitutionnel, si je puis dire, c'est qu'en l'absence d'élection, Zelensky n'est plus légitime. Donc en fait, ça fait toute une brochette d'arguments. Si l'on ajoute à ça quelques incidents comme ceux que j'évoquais tout à l'heure qui sont passés à Paris, on peut considérer que la haine est inexpiable. Mais cela dit, nécessité fait loi. Zelensky a pris une loi interdisant de négocier avec Poutine, et finalement, c'est plutôt lui qui est demandeur d'un sommet avec Poutine, et Poutine n'a pas dit non maintenant non plus. Donc, les détestations personnelles passent derrière les considérations géopolitiques et d'intérêt national. Aline Lebaille-Crémer, vous voudrez vous répondre. On l'écoute. Non, je voulais surtout souligner la violence des propos antisémites tenus par Vladimir Poutine à l'endroit de Volodymyr Zelensky. Premier élément. Ce que ça dit aussi de ça, c'est de l'histoire, de 300 ans d'histoire, c'est-à-dire que l'Ukraine incarne la liberté, incarne une cible à abattre de la part des Russes. C'est une ancienne histoire. Je veux dire, il y a quand même eu, entre autres pages tragiques des relations entre la Russie et l'Ukraine, déjà des épisodes de génocide. L'Holodomor, c'est 4,5 millions d'Ukrainiens au moins décimés par la faim, par Moscou. Donc en fait, ce que nous disent les propos successifs de Vladimir Poutine, il y en a d'autres à l'endroit de Zelensky, mais à l'endroit de beaucoup de ce qui relève de l'Ukraine. On se souvient juste avant l'invasion de cette fameuse phrase à propos de l'Ukraine, citant une chanson macabre qui disait ma jolie, il faudra supporter, qui grosso modo porte en eux un appel au viol collectif de l'Ukraine. Donc en fait, la rhétorique de la violence russe à l'endroit de l'Ukraine, elle a une histoire de plusieurs siècles. Donc il ne faut pas non plus sous-estimer pour comprendre ce qu'il se passe en ce moment et pour comprendre aussi la résistance acharnée de l'Ukraine à vouloir être indépendante et pour qui il est hors de question de se remettre sous le joug russe et de sa quête de liberté. Il faut comprendre toute cette histoire et cette emprise impériale et colonialiste et violente, extrêmement violente et meurtrière. Donc Vladimir Poutine, c'est une vignette clinique de tout un historique. Et en fait, dans ses propos, comme ceux qui animent et qui parcourent tout l'espace informationnel russe, désolé d'y revenir, mais c'est d'une violence sans nom. Et sur la première citation qui a été diffusée, mais c'est quelque chose de l'ordre de l'huile essentielle de l'antisémitisme absolu. Et donc de violence et de haine, et pour comprendre aussi la violence des crimes qui sont perpétrés ensuite sur le sol ukrainien à l'endroit des Ukrainiens et des Ukrainiennes. Michel Terzanski. Non, mais ce que je viens de dire, Aline, est tout à fait juste. C'est-à-dire que ces propos sont complètement insupportables. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dire c'est un juif ethnique, je ne sais pas ce que c'est qu'un juif ethnique, dire qu'il est aujourd'hui devenu un nazi, et ça c'est le vieux discours effectivement des protocoles de Sion qui sont remis à jour. Et ça, je dirais que dans la bouche d'un homme politique qui a ce type de responsabilité, le dire vis-à-vis d'un adversaire est quelque chose qui est complètement invraisemblable. Je dirais là, c'est même pas la question de savoir si en 2019, ils se sont pas mis d'accord sur un protocole et sur le format Normandie. Je crois que là, ça montre la détestation in perso de Zelensky. Et puis, il faut surtout aussi se rendre compte qu'aujourd'hui, l'Ukraine, elle représente une détestation
intrinsèque pour la Russie, au-delà de ce que porte Vladimir Poutine, c'est que depuis Maïdan, c'est la liberté, c'est la démocratie libérale. Et ce que ne peut pas supporter aujourd'hui la Russie, c'est qu'à sa frontière, il y a une possibilité de démocratie libérale. C'est la même chose avec la Corée du Nord qui ne peut pas supporter qu'à côté, il y ait de la musique, qu'il y ait de la joie. Et d'ailleurs, ce que l'on entend aujourd'hui de la Corée du Nord vis-à-vis de la Corée du Sud, c'est que c'est cette peur de cette liberté, de cette façon de rire, de cette façon de danser, de s'exprimer, de parler, de vivre. Et c'est tout cela. Et ça, la détestation à travers le juif ethnique qui serait le mal incarné, je crois que, comme le disait Umberto Eco, là, c'est vraiment la désignation de l'ennemi au sens strict du terme. On va revoir ces images. C'était il y a 6 ans, la première rencontre entre Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky en décembre 2019 à Paris. Jean de Glignasti, si on va au-delà de la détestation de Vladimir Poutine envers son homologue ukrainien, est-ce qu'un jour, une rencontre, un face-à-face, comme le demande Volodymyr Zelensky, est envisageable ? Oui. C'est envisageable parce que l'un et l'autre vont passer par-dessus leur détestation réciproque. C'est avec son ennemi qu'on négocie, que la pression de Trump est très forte. Et je n'exclus pas, mais je n'ai aucune certitude là-dessus, que Trump, en donnant satisfaction à Poutine et en acceptant d'organiser un sommet à 2, ait obtenu de lui que Poutine accepte de rencontrer Zelensky avec un sommet à 3. Donc je crois que ça fait partie, il n'est pas exclu du tout que ça fasse partie du marché global, et donc ils se reverront, c'est sûr. Merci beaucoup Jean de Glignasti.